Mark Zuckerberg et ses cofondateurs, ils ont tous la même gueule. Larry Ellison, vous connaissez toutes les grandes startups. En général, les startups sont construites par des gens qui sont amis. Et en général, les gens amis se ressemblent. C'est rare d'être un geek dans une cave et d'être ami avec un hustler. Ça arrive rarement. C'est rare d'être un hustler et d'avoir un pote qui est un vrai ami, qu'on respecte et qui est un dev dans une cave, encore une fois. Il faut prendre deux caricatures de l'écosystème startup. Le deuxième conseil que les gens donnent, c'est que l'association est une histoire de compétences. Alors, je ne sais pas d'où ça sort sur le fil, parce qu'en fait, il est très rare quand même que les fondateurs restent toute l'histoire de l'entreprise, et il est très rare d'avoir toutes les compétences le premier jour. S'il fallait être un CV pour être entrepreneur, la plupart d'entre vous, déjà ici dans cette table, vous oubliez, puisqu'en fait, la plupart des gens qui sont entrepreneurs, ils sont incompétents et inconscients. Donc, il y a quand même une sorte de mismatch logique entre l'incompétence et l'inconscience moyenne des entrepreneurs et le fait que rétrospectivement, ces gens qui donnent des conseils aux entrepreneurs donnent comme conseil qu'il faut regarder les compétences, tester les compétences de ces cofondateurs. Et puis, la troisième conseil qu'on donne toujours sur les cofondateurs, c'est de surtout pas être à part égal, parce qu'il faut qu'il y en ait un qui ait le dernier mot. J'adore cette histoire de 51-49. C'est très connu. Vous êtes dans une boîte où 51% quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, le conflit se résout parce que vous avez 51%. C'est connu. La nature humaine est drivée par les contrats. C'est parce qu'il y a une clause juridique que les gens se sentent bien. C'est parce qu'il y a une clause juridique que les gens disent « Ah non, pas de problème, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais bon, je suis à 51 ». C'est exactement comme ça que ça se passe dans les startups. Les gens ne deviennent pas fous, etc. Vous me donnez 1% de votre boîte, je suis pas d'accord avec vous, ça se passe mal. Je n'ai pas besoin de 49%. Donc en général, les gens, quand ils ont des émotions, ils les expriment. Les gens, ils sont humains, c'est des humains, c'est le bordel. Donc, si on prend les vraies leçons de comment s'associer, comment trouver un cofondateur. Trouver un cofondateur, c'est un peu comme trouver quelqu'un qui partage votre vie dans votre... Bien, Mathieu, tu es très en retard, mais c'est pas grave. C'est cette heure-ci qu'on arrive, monsieur. Je parle comme ça, donc, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que le cofondateur dans l'entreprise, c'est le compagnon de vie Yo. Tout le monde a des critères sur son compagnon idéal. Moi, j'aime les hommes qui sont blonds, grands, beaux, et puis ils sortent avec un gros brin. C'est ce qui s'est passé. Il n'y avait plus d'eau en stock. Mais c'est parce qu'en fait, les gens imaginent qu'ils ont des critères jusqu'au jour où ils rencontrent quelqu'un qui défie tous ces critères. Ça arrive tous les jours. D'ailleurs, vous remarquerez quelque chose, c'est que plus les gens ont tendance à dire qu'ils ont des critères précis, plus ils finissent avec rien à voir pour leurs critères. Et c'est un phénomène tout à fait simple à comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'ils rencontrent leurs critères, ils sont tellement en mode critères qu'ils n'ont pas la disponibilité d'esprit de pouvoir rencontrer quelqu'un. Si vous voulez tomber amoureux de quelqu'un, il faut quand même être détendu. C'est pas mal. Et donc, si vous avez des critères trop précis, à chaque fois que vous tombez sur votre critère, vous n'êtes pas détendu. Ce phénomène crée en fait un mismatch et vous finissez par tomber sur quelqu'un d'autre. Ben, c'est un peu la même chose quand vous cherchez un cofondateur. Vous cherchez une alchimie, vous cherchez une magie, vous cherchez quelque chose où vous pouvez vous dire cette personne est spéciale. Et l'alchimie et la magie ne reposent rarement sur les compétences. Les compétences, c'est le bonus de la personne. Vous pourriez vous associer à quelqu'un de très incompétent si vous lui faites confiance. Ça peut mieux se passer que de vous allier à quelqu'un de très compétent à qui vous ne faites pas confiance. Imaginons une expérience mentale. Imaginons que vous rencontriez quelqu'un, et cette personne est la personne la plus intelligente que vous ayez jamais rencontrée. Elle est super forte, elle a plein de compétences, elle a tout ce que vous voulez. Mais par contre, elle n'inspire vraiment pas confiance. Et d'ailleurs, elle a un vrai historique d'arnaque autour d'elle. Quand vous vous associez avec elle, qu'est-ce qui va être votre obsession? Chaque geste, chaque moment sera toujours une obsession autour de est-ce que je peux lui faire confiance ou pas. Et ça brise l'alchimie. Les gens ne se rendent pas compte que faire une start-up, c'est avant tout une quête émotionnelle. Ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui échoue à très long terme, c'est sa stabilité émotionnelle. Et la stabilité émotionnelle, ça vient de la confiance. D'ailleurs, il y a un milieu dans lequel on comprend ça très bien, c'est la politique. Dans la politique, les hommes politiques ont toujours des entourages de gens pas forcément très compétents, mais de gens qui sont prêts à mourir pour eux. Il y a souvent cette énergie chez les grands hommes politiques
où il y a des gens, ils sont entourés de gens qui ont l'air d'être dans une secte, clairement. Ils ont l'air d'être dans un culte, et ce culte, en fait, est fondé sur un amour irrationnel qu'ils ont pour un candidat, un objectif, etc. Et les gens sous-estiment cette force. Cette force est incroyable. Parce que même si vous avez quelqu'un qui est moins compétent que quelqu'un d'autre, l'ambition, l'énergie, l'envie, ça remplace toujours la compétence. Prenons une expérience mentale qui plaît. Vous avez A qui a 10 de compétences, 2 de motivation. Vous avez B qui a 2 de compétences, 10 de motivation. Okay. Et vous imaginez que ces deux personnes rentrent en concurrence. La motivation fait la vélocité, la compétence fait la justesse. Vous pensez que qui gagne? Le mec véloce ou le mec qui a juste? C'est toujours le mec véloce. Parce que même si vous passez par 10 conneries, 10 erreurs, vous finissez toujours, même par hasard, par tomber sur la bonne chose. Ce qui fait la différence, c'est l'énergie et l'intensité du métier. Et c'est pour ça que les gens, quand ils cherchent un cofondateur, ils vont chercher avant tout quelqu'un qu'ils admirent, quelqu'un à qui ils font confiance, et ça peut être pour des raisons profondément irrationnelles. Il faut faire confiance à l'irrationnel. La deuxième chose, c'est que quand on cherche un cofondateur, on cherche à un moment donné à dire à quelqu'un qu'il est aussi important que nous. C'est pour ça que nous, on recommande toujours la répartition du capital à égalité, parce que c'est pas parce que tout le monde vaut la même chose, c'est simplement parce que vous ne devriez jamais vous associer à quelqu'un que vous estimez ne pas valoir la même chose que vous. Si le premier jour du projet, vous dites moi j'ai 80% et toi tu as 20%, ça veut dire que vous pensez que cette personne vaut 80 de vous. C'est peut-être vrai, mais si vous le pensez day one, c'est foutu. Ça ne veut pas dire que les gens finissent à égalité dans les projets. Ce qui se passe dans les projets, c'est que la vie est longue, il y a des fondateurs qui partent au bout de 4 ans, il y a des fondateurs qui partent au bout de 10 ans, les cap tables, ça s'est écrit, et l'égalité, elle n'a pas besoin de rester dans le temps. Mais quand l'égalité, elle est créée sur quelque chose d'objectif, quelqu'un est resté 10 ans, quelqu'un est resté 4 ans, c'est normal que la personne qui est restée 10 ans ait plus de parts que celle qui est restée 4 ans, ça c'est objectivable. Mais au moment de démarrer, vous avez besoin de vous dire que la personne à qui vous êtes apporte autant de valeur que vous. Et si vous n'êtes pas capable d'avoir cette confiance, c'est que vous n'avez pas la même place. Alors récemment, j'ai fait une conférence là-dessus à Paris. Il y avait un mec très drôle dans l'audience. On lui a dit qu'il fallait être interactif, alors il a monopolisé. Mais il m'a dit un truc très drôle, parce qu'il m'a expliqué qu'en fait, lui, il était tout seul, il n'arrivait pas à s'associer avec personne, et parce qu'il ne voyait pas comment donner des parts. Je lui disais, bah, c'est parce que tu n'as pas rencontré la bonne personne. Je lui dis, par exemple, imagine, j'arrête de famille pour m'associer avec toi. Combien tu me donnes de pourcent de ta boîte? Je me suis dit, quand même, ça machin. Alors un mec me regarde et me dit, bah, je sais pas, 30%. Je me suis dit, Oussama ne le prend pas personnellement. Peut-être qu'il ne sait pas qui tu es. Je lui dis, bon, ok, je suis mauvais exemple. Mon ego m'a fait prendre un très mauvais exemple. Imagine, là, il y a Bill Gates. Bill Gates. Et Bill Gates, il dit, écoute, ton projet est incroyable, j'arrête tout, je quitte ma femme. Et je me dédie à plein temps, je vends ma fondation, j'arrête de sauver le monde, et je me consacre à 100% à ton projet. Combien tu me donnes de pourcents? Non, il a dit 10. Et elle, je dis, en fait, t'es fou. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pédagogiquement, ça fait comprendre tout le monde. Mais c'est en fait à quel point il est cinglé qui montre pourquoi il est solopreneur. Eh bien, on n'est pas solopreneur parce qu'on ne trouve personne. On est solopreneur parce qu'on a un vrai problème personnel. Si le mec il dit Bill Gates, il ne vaudra jamais ce que moi je fais, ok, c'est pas grave, là rien n'est vrai, c'est terminé, il n'y a plus de code, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, tout est possible. Et évidemment, en fait, quand vous voulez avoir un cofondateur, vous voulez un Bill Gates. Vous voulez qu'à un moment donné, vous vous dites, cette personne à qui je m'associe, c'est peut-être vrai, peut-être faux, peut-être que vous vous trompez. C'est pour ça que les vestings ont été inventés. Mais au moment où vous démarrez, vous devez avoir cette croyance que c'est bien la personne de votre vie et la personne avec qui vous êtes associé. D'ailleurs, réfléchissez. Choisir un cofondateur, c'est beaucoup plus important que choisir quelqu'un avec qui vous vivez. Vous passez beaucoup moins de temps avec la personne avec qui vous vivez que votre cofondateur. C'est factuel. Je sais que les gens qui ont dit ça, ils disent ah, non, mais comment ça? Non. Vous pouvez avoir quelqu'un avec qui vous vivez et l'avoir le soir et le week-end. Votre cofondateur,
vous voyez, 24 heures sur 24, tout le temps. C'est la personne qui va prendre le plus de place dans votre vie. Et imaginez une version de Tinder dans laquelle, si vous allez sur la droite et vous matchez avec quelqu'un, vous avez tout de suite un enfant, un chien et une maison. Ben, vous allez réfléchir avant de cliquer sur la droite. Vous n'allez pas être en mode crevard, là. où vous swipez tout le monde. Si vous allez vous dire, mais c'est n'importe quoi, si quelqu'un match avec moi, c'est tellement d'engagement que je ne veux pas. Et c'est là où les gens ne mettent pas assez de travail dans comment choisir leur cofondateur. La troisième règle pour choisir un beau cofondateur, c'est de faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Alors, on a plein de jeux marrants à The Family qu'on peut faire aux gens. Par exemple, là, on a 2 personnes qu'on a présentées, ils veulent devenir cofondateurs. Ils vont faire un trail en Corse, où ils partent 2 semaines faire de la randonnée sans eau, et ils vont faire fond de la montagne. Ça, c'est typique le genre d'expérience. Par exemple, quand je me suis associé avec Alice, on a fait pendant 2 semaines la fête à Berlin non-stop. C'est ma version du trail. Il y a des gens qu'on envoie faire de la voile parce que les gens viennent fous sur les bateaux. Mais vous avez besoin de tout de suite tester la personne dans un environnement d'hyper-stress et d'hyper-angoisse. Parce que c'est facile d'aimer les gens pour leur qualité. Tout le monde aime tout le monde pour ses qualités. Vous vous dites, le machin, il est intelligent, beau, sympa. Ouais, c'est facile ça. Ce qui est intéressant, c'est quand vous commencez à aimer les gens pour leurs défauts. C'est ça un beau cofondateur. Un beau cofondateur, c'est vous dites, ouais, ok, il a ce problème, mais ça me va. Et parce que j'aime ce fait. Ça va les gars, vous frappez là. Parce que vous avez quelque chose chez cette personne que vous appréciez profondément. Alors évidemment, c'est pour ça que d'ailleurs, choisir un cofondateur, c'est quelque chose qui va prendre plus de temps. Il y a plein de gens qui se posent des questions du genre est-ce que c'est sympa de cofonder quelque chose avec un membre de sa famille? À qui vous connaissez mieux que les gens de votre famille? Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut dire que vous savez s'il faut le faire ou pas. Mais oui. Je me remets au niveau des cofondateurs qui sont en couple ou mariés de femme et tout ça. Ouais. Je sais qu'au niveau des VC, c'est pas très bien vu. De toute façon, les VC, il n'y a rien qu'ils aiment. Donc si tu commences à te poser la question comme ça, tu ne vas jamais y arriver. En fait, pour les VC, il faut avoir fait Stanford et le MIT et avoir une boîte en croissance. Donc, comme ça restera, fais un bon business et après les VC suivront. Moi, je pense que les couples, c'est génial. Moi, j'adore prendre des couples à des familles. Parce que leur boîte fort plus vite que les autres. Ça perd beaucoup moins de temps. C'est-à-dire, attendez, vous êtes en couple, vous faites une boîte, d'abord, c'est le test de couple ultime. C'est vraiment, vous ne pouvez rien faire de pire. Si vous vraiment voulez savoir si vous êtes vraiment amoureux, vous faites une boîte ensemble. Voilà. Tous les points, c'est encore mieux qu'un enfant. Encore l'enfant, il peut mentir, il peut jouer le papa contre maman. Là, les employés, ils ne font pas ça. Et les employés, quand ils ne sont pas contents du management, ils sont dessus, les clients ils s'en foutent. C'est une sorte de test corrosif énorme. Mais réfléchissez-y, si ça tient, c'est beaucoup plus fort que n'importe quoi. Un couple qui fait une boîte et ça marche, c'est indestructible. Parce que si vous passez, c'est toujours la même histoire. Vous avez très peu de chances de marcher, mais si ça marche, ça rapporte beaucoup. Les gens, ils cherchent l'inverse en général. Ils cherchent beaucoup de chances de marcher, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Pourquoi faire des efforts si c'est pour pas grand-chose? Autant se mettre à risque pour avoir quelque chose devant vous. Donc, faire une boîte avec ses frères et sœurs, c'est un carton. Par contre, vous essayez de faire des frères et sœurs. Il faut savoir, est-ce que vous êtes skin in the game ou pas? Faire une boîte avec son meilleur ami, c'est le meilleur moyen de savoir si c'est un vrai meilleur ami. Il y a des gens qui me sont assez, ils disent ouais, c'est 20 ans pour créer, et au bout de 2 semaines, ils s'engagent. Qu'est-ce que vous avez foutu, les gars, pendant 20 ans? Bah oui, parce que pendant 20 ans, on buvait des bières, on parlait jamais des vrais sujets, on s'est jamais dit ce qu'on pensait l'un de l'autre, forcément qu'on était peur. Et en fait, tout ça, ça révèle le fait que la plupart des gens ont des standards dans leur vie au propos des gens qui sont très bas. Les gens acceptent des choses ridicules parce qu'ils ont grandi avec quelqu'un. Regardez le nombre de gens qui sont amis avec des gens parce qu'ils ont grandi ensemble. Ils ne peuvent pas se blairer. Ils ne se le diront jamais. Parce que simplement dans leur vie, ils pensent que c'est ça la société. Et d'ailleurs, c'est le problème quand on est entrepreneur. C'est que quand on est entrepreneur, on doit se déséduquer sur des choses qui sont plutôt positives dans la société. Quand vous avez un enfant dans une cour d'école et que cet enfant dit non, je ne veux pas jouer avec cet enfant, je n'aime pas sa gueule, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? C'est pas bien, il faut faire des efforts, etc. C'est très bien, c'est comme ça qu'il faut élever les enfants. Je suis en train de vous dire de faire des monstres.
Mais la vérité, c'est que cet instinct qu'on a enfant sur les gens, quand on est dans le business, on doit l'aiguiser, on doit l'exercer. Dans le business, les gens font toujours la même erreur. Ils ont tendance à écouter leurs instincts sur le business, erreur de débutant, et ne jamais écouter leur instinct sur les gens, autre erreur de débutant. L'instinct qu'on a sur les gens, en général, c'est super. Si vous voyez un mec qui a une mauvaise impression sur lui, 99 chances d'avoir raison, et les 1% de chances que vous avez tort, ça compte pas. Votre instinct sur le business n'est que le symbolique de votre ignorance. Quand vous pensez que quelque chose va marcher, c'est parce que vous ne voyez pas pourquoi ça ne marchera pas. Et quand vous pensez que quelque chose ne va pas marcher, c'est parce que vous ne savez pas si en essayant ça ne marchera pas. Ça marchera. Vous n'imaginez pas à quel point la valeur dans le business est quand on fait des choses contre-intuitives. Et comment faire des choses contre-intuitives? C'est en allant contre son instinct. Oui? Bien sûr. Moi-même, je ne l'ai pas chopé celle-là. Donc ce que je disais, c'est que quand on fait des choses intuitives, on fait des choses qui sont limitées par sa connaissance. L'intuition, c'est l'ensemble des connaissances qu'on a. Or, souvent, la valeur est en dehors de ça. Donc quand on fait quelque chose d'intuitif et que ça marche, c'est qu'un biais de confirmation. Quand on fait quelque chose d'intuitif qui ne marche pas, c'est qu'on s'est trompé. Alors que ce qui est très intéressant, c'est quand on fait quelque chose de contre-intuitif, ça ne marche pas, ça confirme. Et quand on fait quelque chose de contre-intuitif qui marche, là, il y a beaucoup de valeur. Parce que si c'est contre-intuitif et que ça marche, ça veut dire que la valeur n'était pas évidente et elle est donc forcément énorme. Et la plupart dans le business des vraies découvertes, c'est quand on fait quelque chose de contre-intuitif qui rapporte beaucoup. J'ai découvert ça dans une série récemment. Vous connaissez comment ça s'appelle The Order sur Netflix. Qui a regardé The Order? Personne? Bon, merde. Bon, c'est un show sur Netflix pour les teenagers. J'adore les trucs comme ça. Si vous voulez rester frais dans la vie, regardez des trucs pour les enfants et les teenagers. Et donc je regarde souvent, je prends l'excuse d'avoir des nièces qui regardent ça. Donc j'ai une nièce qui adore ce show, donc je regarde ça avec elle. Et donc, pour vous faire très simple, parce que je n'ai pas encore regardé, spoiler alert, c'est un show dans lequel il y a un garçon qui a des pouvoirs magiques, parce que là, dans une société secrète de la Rose Bleue, voilà. Et dedans, il fait de la magie noire, il apprend la magie noire, et il y a un contre-groupe des loups-garous qui veut buter les magiciens, et donc il parle à son pote en lui disant qu'apparemment il y a un loup-garou sur le campus, et que ce loup-garou est dangereux, et qu'il a envie d'aller tuer ce loup-garou. Et son pote lui dit, mais c'est génial, faisons ça ce week-end, ils vont leur devoir dans la semaine, ils font ça le week-end. C'est un très bon show éducatif. Et le type le regarde et fait, mais tu crois que les loups-garous existent? Et il répond, mais imagine, je n'en sais rien, mais imagine que ça existe. Et ça, c'est un super raisonnement d'entrepreneur. C'est-à-dire que si les loups-garous n'existent pas, on a passé un bon week-end à être aventuré dans la forêt, pas très grave, on est entre potes, le risque il est quand même très limité. Par contre, s'il y a un loup-garou, on va devenir des héros. Et vous voyez cette structure de très peu de chances que ça existe, mais très game changer si ça existe, c'est exactement la structure que vous devez chercher en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai sur vos cofondateurs, c'est vrai sur vos business, c'est vrai sur tout. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plutôt un bon instinct sur les gens. En général, normalement, les gens ont un plutôt bon détecteur sur les gens. Quand quelqu'un vous fait quelque chose qui vous déplaît, en général, vous l'avez vu venir. C'est très rare d'être surpris par les gens. C'est très rare que les gens fassent des choses vraiment surprenantes. En général, la façon dont s'habillent les gens dit beaucoup sur eux, la façon dont ils se comportent dit beaucoup sur eux, parce que tout ça, c'est des choix qui sont beaucoup plus conscients qu'on imagine. On fait tous les jours des choix de personnalité, et on les communique, et on fait semblant de ne pas les comprendre. Les gens pas sympas sont pas sympas, c'est pas surpris. Les gens égoïstes sont égoïstes. Les gens pas généreux sont pas généreux. Enfin, c'est très rare d'être surpris par les gens. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, c'est juste que c'est très rare. Alors qu'être surpris dans le business, c'est très courant. Dans le business, c'est très courant de faire des choses et de découvrir des choses en les faisant. D'ailleurs, à peu près toutes les grandes boîtes. Est-ce que vous pensez que Mark Zuckerberg aurait imaginé faire un logiciel qui déstabilise les États-Unis? Imaginez, vous créez Facebook. Et là, vous vous dites, bon, ça va marcher ce truc. Un jour, on aura 1 milliard d'habitants dessus. Et les Russes l'utiliseront pour déstabiliser la campagne électorale.
C'est n'importe quoi cette histoire. Un mec met ça dans un film. On dit le scénariste, il a exagéré. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Trump est une très bonne leçon collective de ça. Trump, c'est le mec qui, toutes les semaines, fait un truc qu'aucun scénariste de film n'aurait jamais pu mettre. Mais vraiment, hein. D'ailleurs, les mecs à Hollywood, ils stressent maintenant. Ils ne savent plus comment faire, en fait. Ils ne savent plus quel est le standard de réel. C'est vraiment... Et d'ailleurs, regardez à quel point on est tous hypocrites. On fait tous semblant que c'est normal. On a tous cette force-là. Toutes les semaines, il fait un truc encore plus délirant que la semaine. Ce matin, on était dans le train. Il y a un mec qui lisait le Wall Street Journal devant moi. Et dedans, il y avait un article qui expliquait que les États-Unis ont perdu 321 enfants dans les centres de détention administrative. Et vous savez, maintenant, l'enjeu, c'est de séparer les enfants et les parents, pour traumatiser les éléments. Et le gouvernement vient d'annoncer qu'ils ont perdu 321 gosses. Le gouvernement américain explique qu'il y a 321 enfants disparus. On ne peut pas les rendre aux parents. Ils sont en train de chercher dans les dossiers comment les retrouver. Alors je vous annonce ça, tout le monde est pétrifié, on est tous pétrifiés, mais boum, c'est notre nouvelle réalité. Imaginez qu'il y a une semaine, ils vous annoncent ça. Vous savez, dans les centres de détention, ils vont perdre les gosses. La semaine dernière, il y a eu une audition au Sénat où il y a une nana qui a expliqué à des juges que les enfants dormaient par terre sans brosse à dents et sans couverture, parce que rien dans les lois fédérales n'imposait de donner des couvertures et des brosses à dents aux enfants. Et les juges, ils étaient là à regarder les lois. C'est complètement inimaginable. Et en fait, la réalité est toujours comme ça. On vit tous les jours des choses impossibles. Quand on dit la réalité dépasse de loin la fiction, on le sait. Et c'est pour ça que c'est une bonne leçon de business. Parce que c'est exactement la même chose dans le business. Tous les business qui fonctionnent sont toujours des surprises. Si vous regardez un business et une startup et que vous trouvez ça obvious et que tout le monde dit que ça va marcher, je vous garantis que ça ne marche jamais. C'est un très bon test. Vous voulez savoir comment une startup se plante? Vous en parlez à tout le monde. Si tout le monde vous dit c'est génial, vous êtes sûr que c'est mort. Mais c'est incroyable que ça marche sur cette podcast. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tout le monde dit que c'est génial, si tout le monde dit que c'est génial et que ça n'existe pas encore, c'est que tous les gens qui ont essayé sont morts. C'est un test tout bête. Si c'est génial et que ça n'existe pas, c'est parce qu'en fait, ça n'existera jamais. Alors que si vous dites, ouais, non, mais il y a plein de raisons, ok, et ben voilà, là, il y a une opportunité entrepreneuriale. Alors comment on reboot avec les cofondateurs? C'est très simple. C'est que le cofondateur que vous cherchez, c'est celui qui va vous accompagner sur ce chemin impossible. Et donc c'est une histoire d'amour que vous cherchez, une histoire émotionnelle. Alors si en plus il a des compétences complémentaires, c'est grave. Mais vous voyez, les compétences et qui il est, c'est du second ordre. Ce qui compte avant tout, c'est l'énergie qu'il met dans votre boîte. D'ailleurs, le vrai sujet, c'est qu'à long terme, quand vous êtes le fondateur d'une boîte, vous n'êtes pas l'employé de cette boîte. Quel est le grand problème? Pourquoi il y a beaucoup de problèmes entre cofondateurs? C'est parce que je pense que les gens oublient qu'être cofondateur d'une boîte, c'est ne pas être employé dans une boîte, c'est être actionnaire de cette boîte. Et le problème, c'est peut-être un peu moins vrai ici qu'en France, je ne sais pas. Je ne sais pas encore assez la vie. Vous savez, en France, tout le monde se comporte comme s'il était un ouvrier dans le textile, dans les rôles. Ils posent des revendications. Les Français ont une culture du travail, dès qu'ils sont en mode travail, ils ont des revendications salariales. Et donc les entrepreneurs, ils oublient qu'avant tout, ils sont le premier actionnaire de la boîte. Quand vous êtes un cofondateur, c'est quoi votre mission? C'est de trouver quelqu'un de meilleur que vous pour faire le job. C'est quoi le rêve de quelqu'un qui fait une boîte? C'est de se faire remplacer par quelqu'un de meilleur que lui. Regardez Google. Sinon Google, c'est plus la répète de Sergey Brin. Vous voyez que la répète de Sergey Brin dit mal le fait qu'un Indien extraordinaire de l'Orient avec son salario. Non, c'est ça la trouve. C'est pas d'être un goulot d'étranglement par lequel tout passe et qui bloque tout. Or, qu'est-ce que ça demande? Ça demande du jugement, ça demande une absence d'ego, et ça demande de mettre les intérêts de l'entreprise avant ses intérêts personnels. Et c'est pour ça qu'en fait, être un cofondateur, c'est avant tout être un soutien moral pour l'autre. La probabilité que deux fondateurs soient déprimés en même temps est assez faible. Ce qui fait qu'il y en a un qui aide l'autre quand ça va mal. Et c'est ça en fait, une bonne équipe. C'est pouvoir prendre des décisions stratégiques, la tête sereine, parce que justement, on a suffisamment de recul sur les choses.
c'est pas être le CFO de la boîte. Par définition, la plupart des entrepreneurs ne sont jamais les personnes les plus compétentes quand la boîte marche. Alors ça devrait être le rêve de tout entrepreneur d'être au chômage. Le vrai succès quand vous êtes entrepreneur, c'est d'être capable d'avoir des gens qui trouvent ça tellement bien, qui sont prêts à travailler pour vous, alors qu'ils ne sont pas propriétaires de la boîte. L'entrepreneuriat est avant tout un acte capitaliste. C'est pas un acte de travail, c'est pas un acte de salariat. C'est pas un acte où le but du jeu, c'est de rester à vie accroché à ce que vous faites. Et c'est pour ça que je pense que les conseils traditionnels qu'on donne aux entrepreneurs sont souvent donnés par des gens qui sont des salariés. Pas donnés par des gens qui sont des entrepreneurs. La plupart des gens qui sont dans les incubateurs de l'université ou les accélérateurs ou les VC, ils n'ont jamais été entrepreneurs eux-mêmes. Et donc ils ont une énergie de salarié et ils ont un schéma mental de salariat quand ils appliquent ça au fait de trouver un cofondateur. Et ils ne voient pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la communication, la fidélité, l'enthousiasme, l'envie et l'énergie. C'est ça qui fait la différence, pas la compétence. Si les gens compétents faisaient des boîtes, ça se saurait. D'abord, les boîtes seraient nues en moyenne. Mais c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est souvent paralysant d'être compétent. Regardez pourquoi aucune boîte dans aucun domaine n'est jamais lancée par un expert du domaine. Est-ce que vous croyez que c'est un expert des taxis qui a lancé Uber? Vous pensez que c'est un expert du tri de données qui a lancé Google? Est-ce que vous pensez que c'est un expert des relations humaines qui a lancé Facebook? Posons-nous la question. Il a l'air sympa, mais un peu distant sur les bords, notre ami Marc. Oui. Alors, premier cercle de cofondateurs idéaux, c'est ses amis. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'amis, c'est mal barré pour être entrepreneur. Si vous n'arrivez pas à convaincre vos potes de se lancer avec vous, bon courage pour convaincre un inconnu de vous faire confiance. Non mais pensez à ce test simple. Les gens ils disent, ouais, j'ai proposé à tous mes amis, il n'y a personne qui veut faire. Bah mon vieux, qu'est-ce qu'on fait alors? On s'arrête. T'es pas fait pour être entrepreneur. Si vous n'arrivez pas à convaincre vos amis, comment on va convaincre des inconnus? Comment on va convaincre des centaines d'inconnus de venir travailler dans votre boîte? Comment on va convaincre des investisseurs qui ne vous connaissent pas de donner de l'argent? Si quelqu'un qui vous connaît depuis 10 ans ne vous fait pas confiance, comment quelqu'un qui vous connaît depuis 3 heures va vous faire confiance? Et les gens ne veulent pas prendre ce test pour de vrai. Ils ne veulent pas prendre ça comme la réalité d'un test qui est ok, peut-être qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à susciter de l'enthousiasme autour de moi, et que si j'ai du mal à susciter de l'enthousiasme autour de moi, peut-être que je devrais aller travailler pour quelqu'un qui suscite de l'enthousiasme, plutôt que prétendre que moi aussi j'ai le droit de faire une entreprise. C'est pas un droit d'être un entrepreneur, c'est quelque chose qui se mérite, l'entrepreneuriat. Et c'est le test numéro 1. Le deuxième cercle, c'est qu'il peut y avoir des mismatchs entre vos amis et les types d'entreprises que vous faites. Ça arrive. Notamment quand vous êtes jeune. Vous n'avez pas eu le temps de développer des amitiés professionnelles. Dans ce cas-là, la meilleure façon de trouver un cofondateur, c'est tout juste de travailler et de faire beaucoup de freelancing. Si vous faites beaucoup de freelancing, beaucoup de projets, beaucoup d'intensité, vous allez naturellement trouver des gens avec qui vous voulez vous associer. Évitez les trucs de speed dating. D'ailleurs, un sujet lié auquel j'ai eu un moment eureka récemment, je vais vous le dessiner. Récemment, je me suis rendu compte d'un truc. Ils ont mis une chaîne sur le tableau, c'est un mec qui va voler le tableau. Je me suis fait une fausse image de la Belgique. Alors, il y a une chaîne avec un cadenas, au cas où il faille amener le truc ailleurs. Non, je peux prendre des photos. Grosso modo, je me suis rendu compte d'un truc récemment, c'est que la question la plus fondamentale après comment trouver un cofondateur, c'était comment trouver une idée de start-up. Et je me suis demandé pourquoi les gens étaient aussi mauvais à trouver les idées de start-up. Les idées moyennes pour se pitcher sont très mauvaises. C'est un grand mystère. Souvent, il suffit juste d'avoir un peu de bon sens pour voir pourquoi c'est pas bon. Je vous dis pas qu'on a un sens de savoir ce qui va marcher ou pas. Hein. Moi, j'ai dit non à Uber. J'ai été revoir les emails à l'introduction en bourse. J'ai perdu 12 milliards en fait. Voilà. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai
j'aimerais être sur mon île avec vous savez, des cocktails avec des petits paradis. Et on devrait m'en amener toutes les heures. Et non, je suis là à se lever un vendredi soir à expliquer comment essayer d'en retrouver un. Quoi. Donc, si vous débrouillez, c'est n'importe quoi, c'est ça. Donc, je vous dis pas que j'ai un pouvoir magique pour déterminer si une idée va marcher ou pas. Par contre, j'ai un pouvoir magique pour vous dire si ça vaut le coup d'essayer ou pas. Ça, c'est autre chose. J'ai jamais dit au mec du beurre que ça valait pas le coup d'essayer. J'ai dit que, bon, moi, j'avais pas envie d'essayer. C'est deux choses très différentes. En fait, j'ai vu un cours de maths récemment, et je me suis rendu compte d'un truc. C'est un prof de maths qui explique un truc tout bête en maths. C'est que la probabilité de résoudre un problème dépend de la quantité d'informations qu'on a sur le problème. C'est vraiment une tautologie vraiment évidente. Alors, il le démontre très bien. Et là, j'ai eu un moment eureka parce que je me suis dit, en fait, comment les gens réfléchissent? En général, les gens se disent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se posent la question du what. Ça les amène en général à la question du why. Pourquoi je suis en train de le faire? Et ça les amène en général à la question du who. Avec qui je vais le faire. Ok? Alors, ce qui est marrant quand on se pose ce problème de cette façon, c'est qu'en fait, W est un ensemble infini. Parce qu'en général, si vous pensez à tout ce que vous pouvez faire, c'est proche de l'infini. Vous, en tant que personne toute seule, le nombre d'idées que vous pouvez faire tend vers l'infini. On peut tous faire une infinité de startups. Ok? Alors, pourquoi le faire? Ça aussi, ça tend vers l'infini. Parce qu'en général, si vous avez une infinité d'idées, vous avez une infinité de pourquoi. Et résultat, le who tend vers l'infini. Parce que les personnes qui peuvent faire ça avec vous, il y en a plein. Et ça, c'est le drame de notre époque. Le drame de notre époque, que ce soit dans le couple, dans les idées, dans la vie, c'est que comme on a une fluidité d'informations ici, ici et ici, on a tendance à être très malheureux, à ne plus être capable de faire de choix. Comme vous pouvez toujours avoir l'impression de rencontrer quelqu'un de mieux, vous avez du mal à vous dire que vous allez être avec quelqu'un. Comme vous avez toujours l'impression qu'il y a une idée qui est mieux, vous avez du mal à vous consacrer à quelque chose. Et c'est vraiment, cette structuration, elle est très amusante parce que c'est la mythologie de comment les gens lancent des choses. Ils réfléchissent au pourquoi, ça leur donne un pourquoi et ils trouvent quelqu'un. Non, c'est très dur. Maintenant, imaginons que vous le faites dans l'autre sens. Imaginez que vous vous dites, parmi tous les gens avec qui je peux le faire, je vais décider de choisir quelqu'un. Maintenant, imaginons tous les gens dans cette salle. Regardez comment ça marche. Par exemple, la boîte que moi je peux faire avec ce monsieur, notre intersection représente très 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 peu de boîtes. Pourquoi? Parce que moi je représente une infinité de boîtes, lui représente une infinité de boîtes, mais l'intersection de nous deux, de nos passions en commun, de nos envies en commun, de nos pourquoi en commun, est très limitée. Si ça c'est mon ensemble et ça c'est son ensemble, déjà l'intersection est beaucoup plus petite. Maintenant, dans cette intersection, l'intersection des pourquoi est encore plus petite. Est-ce que c'est pour la gloire? Est-ce que c'est pour l'argent? La probabilité qu'on ait un pourquoi commun est hyper faible. Et qu'est-ce qui se passe? En général, quand vous avez une intersection de qui, une intersection de pourquoi, le nombre d'idées que vous pouvez faire est très limité. Très très limité. Larry Page et Sergey Brin, chacun de leur côté, peuvent faire une infinité de boîtes. Quand ils sont ensemble, leur seule obsession, c'est la gloire. Parce que c'est le point qu'ils ont en commun. Et donc, ce qu'ils peuvent faire ensemble, c'est un moteur de recherche. Pourquoi? Parce que le moteur de recherche, c'est pile poil l'intersection entre le doctorat de Larry Page et le doctorat de Sergey Brin. Google est né une méthode mathématique appliquée à un problème que Page a étudié. Sergey a résolu un problème de maths que Page avait dans son doctorat. Google devient quelque chose de naturel. Pourquoi j'ai fait The Family? Parce que Alice, franchement, je ne me serais jamais imaginé faire un incubateur de start-up. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment un métier de merde, l'incubateur de start-up. C'est vrai. Ils passent votre temps à prendre des parts dans des boîtes, ils sont jamais contentes. Les entrepreneurs, ils ont toujours l'impression qu'ils sont prochains Google. 99% d'entre eux meurent. Enfin, c'est vraiment pas un métier qui fait rêver. Par contre, Alice, elle vous faisait rêver. Et l'intersection de nous deux, c'était forcément un truc qui ressemblait à ça. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre qui nous rassemblait que les startups. J'avais pas envie de lancer un label de rap.
je ne me voyais pas là-dedans. Et elle n'avait pas envie de lancer une banque. Vous voyez? Donc l'intersection entre nous deux, c'était ça. Et en fait, si vous réfléchissez au cofondateur comme une méthode pour trouver une idée, vous allez voir que c'est beaucoup plus enthousiasmant. Parce que si vous vous dites, je cherche quelqu'un de vraiment enthousiasmant, et je mets beaucoup d'efforts à créer du lien et créer de l'ambition entre nous, les idées qui en sortiront deviennent tout à fait naturelles et tout à fait évidentes. Parce qu'au lieu d'élargir le champ des possibles, vous le réduisez. Et cette réduction, elle est hyper efficace. Donc réfléchissez-y si vous avez la chance de trouver. Question? Ça pose des gros problèmes de s'associer à des gens qui ont des motivations différentes. En général, c'est un peu comme dans les couples. D'ailleurs, vous voulez un conseil très simple pour bien vivre avec votre cofondateur, vous lisez tous les livres américains de thérapie de couple. Vous les appliquez, ça marche pareil. Vous les appliquez pas. En général, s'il y en a un qui veut de l'argent et l'autre qui veut du bonheur, tu peux être sûr que ça finit en bien. Il faut être hyper aligné sur ce que tu veux. C'est vraiment la base d'une bonne association. C'est comme la base de faire un enfant correctement ou de vivre heureux. Tu as besoin d'alignement. Si tu n'es pas aligné, c'est la cata. C'est tout bête, il y en a un qui tire par là, un qui tire par là, donc plus personne n'avance. Les deux tirent dans le même côté, ça avance. D'ailleurs, c'est ces conneries complémentaires. Moi, ça me fait trop rire. À chaque fois, il y a des mecs qui viennent me voir et me disent « Ouais, on est super complémentaires. Moi, je suis très foufou, lui, il est très rigoureux. » D'ailleurs, comment on fait pour décider? On foufou ou on rigueur? C'est n'importe quoi. Alors, après, il y a des gens qui ont l'air de ne pas se ressembler, alors qu'en fait, ils se ressemblent. Par exemple, dans cette salle, il y en a deux, là, qui sont cofondateurs et amis depuis très longtemps. Notre ami Nico et Mathieu. Tous les gens qui voient Nico et Mathieu, ils disent « Ouais, ils sont super complémentaires. Mathieu, c'est comptable, et Nico, c'est le foufou. » En fait, c'est parce qu'ils ne savent pas à quel point Mathieu est flou. Et qu'en fait, derrière une façade, c'est un peu comme moi et Alice. Les gens voient Alice, Nicolas Collin et moi. Ils disent « Ah, ils ne se ressemblent pas du tout. » C'est parce que les gens ne nous connaissent pas. En fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que derrière la façade de Nicolas Collin, il est plus fou qu'Alice et moi réunis. C'est juste qu'il a une autre façon d'exprimer, par écrit. Alors évidemment, il a une interface sociale incroyable. Il est là, il est inspecteur des finances. Alors, forcément, ça en jette. Mais en fait, ce qui nous rassemble tous les trois, c'est la rébellion. On a juste une forme très différente pour l'exprimer. Alice, elle l'exprime d'une façon assez artistique, moi d'une façon assez violente, méditerranéen, et puis Nicolas Collin en écrivant. Mais à la fin, en fait, on partage une valeur qui est invisible et super forte. Les valeurs, c'est plus important que tout. Et ces mises de on se complète, on s'équilibre, bullshit. Si on ne se respecte pas. Et notamment parce qu'on est tous un peu racistes. Hein. Enfin, je veux dire, on est tous un peu racistes. C'est naturel d'être raciste. D'ailleurs, souvent les gens qui veulent lutter contre le racisme se trompent en disant aux autres qu'il ne faut pas être raciste. Non, c'est parce qu'on est tous racistes que justement dans la société on a besoin de faire des efforts. Mais imaginez, vous êtes un dev ou vous êtes un commercial, vous avez forcément une caricature terrible des gens qui ne le sont pas. Tous les devs pensent que les non-devs sont des gens bizarres. Et tout le reste de l'humanité pense que les devs sont bizarres. C'est comme ça, mais c'est normal en fait. Et parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, on a toujours peur de ce qu'on ne comprend pas, et faire semblant que ces sentiments ne sont pas réels et n'ont pas de conséquences, c'est se leurrer. Il y a un sketch d'un humoriste qui fait beaucoup rire, qui s'appelle Haroun. Je ne sais pas si vous connaissez Haroun Origé. Ouais. Il fait un sketch en disant, imaginez que vous êtes au milieu de la Creuse, il n'y a que des blancs, et là vous avez un noir. Même si vous n'êtes pas raciste, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait là. Et d'ailleurs, si même vous, vous êtes noir et que vous êtes au milieu de la Creuse, vous savez pourquoi vous êtes là. Et lui, pourquoi il est là? Et en fait, c'est bien sûr qu'en fait, dans la vie, ce qui fait que la société fonctionne, c'est qu'on dépasse ses émotions. C'est pour ça que dans les lois, on a besoin d'un cadre en dehors de toute émotion. Mais quand on fait du business, ce n'est que de l'émotion. On n'est pas dans la société en général. Évidemment que
on a des visions, des objections, des manques d'ouverture. Et ces manques d'ouverture, il faut en faire des forces. Quand on est un ingénieur et qu'on a une culture ingénieur, on bâtit une boîte d'ingénieurs. Il ne faut pas en avoir honte. Quand on est un commercial et qu'on a une âme de commercial, on bâtit une boîte de commercial. Il ne faut pas en avoir honte. Et en fait, quelles que soient les cartes que vous avez, si vous ne les jouez pas à fond, vous allez passer votre temps à faire des demi-parties. Vous devez savoir qui vous êtes, vous devez savoir quelle est votre énergie, et vous devez y aller à fond, quelle que soit la façon de le faire. Question? Oui? On parle beaucoup de cofondateur de personnes. Oui, ça marche à N personnes. Oui, donc vous faites quoi? Ouais, on est ouvert. Groupe, pas de groupe. Je pense qu'au-delà de 4, c'est compliqué. Mais je pense que la bonne taille, c'est la pizza. Manger une pizza à plus de 4, c'est dur. Vous mettez une pizza en 5, ça se fait pas. Donc 4, c'est le max. Mais 2, 3, 4, on n'a pas tous les goûts. Et là, en fait, on s'est focalisé sur quand on commence, quand on démarre, comment voir la chose quand il y a déjà un existant. Pareil. Si on s'associe alors qu'il y a déjà un existant, c'est-à-dire que cet existant ne doit pas être si grand que ça. Et il faut mieux imaginer qu'il est nul. Ça se montre bien en... Regardez, imaginez que vous avez une super boîte et que cette boîte, elle peut valoir 10 milliards. Ok? Maintenant, imaginez que ça fait 1 an que vous avez lancé cette boîte et cette boîte vaut 5 millions. Ok? Et quelqu'un veut vous rejoindre. Vous voyez bien sur ce graphique qu'en fait, ce que vous avez fait, vos 5 millions, ça représente très 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 peu. Donc quand vous donnez des parts à quelqu'un, il ne faut pas raisonner par rapport à ce que vous avez fait, il faut raisonner par rapport à ce qui reste à faire. Vous voyez que là, l'écart 5 millions sur 10 milliards, il est très faible en fait. Alors après, quelle que soit l'ambition de votre boîte, mais même si votre ambition est à 100 millions, ça fait un rapport de 1 à 20. Et ça, je trouve logique, mais je parle plutôt au niveau de la personne, parce que je trouvais très intéressant Ah oui, mais ça on peut pas. Ouais, on peut pas le faire quand on a justement quand on a lancé, on est foutu, c'est fini. Oui, mais ça y est, c'est fini. Parce que là, on est obligé d'aller dans ce sens qui est moins propice à trouver le bon match. Ah mais ça c'est sûr. Mais ça, cette méthode, elle marche pas une fois qu'on a lancé. Donc là, du coup, l'intuition, c'est plus simple. L'intuition, c'est plus simple. Humaine, hein. Ouais. Exactement. Question? Je choisis vachement bien les pays, moi. Il y a plein de gens qui s'associent et peut paraître s'associer à distance. Il y a quand même certains qui voient, ils sont associés, ils vivent en Suisse, moi je suis à Bruxelles, et le troisième est en Europe. Alors rien, il n'y a pas d'autre façon de s'associer. On a une boîte là qui vient de rentrer à The Family, c'est très drôle. Il y a un mec en Suisse, un mec en Angleterre. Ils se sont rencontrés pour la première fois au week-end d'onboarding de The Family. Et leur sujet, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi tout le monde trouvait ça surprenant. Et quand on leur a demandé est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé quand vous êtes rencontrés, il y en a un qui a dit ah, j'imaginais pas plus longtemps. Vraiment perturbant. Non, il n'y a pas de. Il y a des gens qui travaillent très très bien à distance. Mais par contre, si vous en avez un en Irlande, un en Suisse et un en France, il faut savoir travailler à distance. Il faut faire une boîte 100% remote. Les boîtes, elles sont 100% remote ou 0% remote. C'est une règle simple en fait. Le milieu et les moyennes, ça n'existe pas dans la nature. Ça n'a pas de raison de résister dans la vie. Tous les phénomènes naturels sont toujours des phénomènes d'extrêmum. Soit c'est volcanique, soit c'est tempéré, mais il n'y a pas grand-chose au milieu. Soit c'est en expansion, soit c'est en décroissance. Dans la nature, il n'y a pas grand-chose qui est average. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs average, c'est une insulte. Il y a une bonne raison pour si vous dites à quelqu'un qui est moyen, c'est terrible. Il n'y a rien de pire que vous pouvez dire à quelqu'un que tu es moyen. Et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'en fait, et d'ailleurs, tous les problèmes, vous pouvez y réfléchir comme ça. Par exemple, les boîtes, elles sont soit high volume, low margin, ou sinon elles sont low volume. Oui, voilà, low volume, high margin. Pardon. Tout ce qui est middle margin, middle volume, ça n'existe pas. Essayez de trouver une boîte qui a middle margin, middle volume.
jouez à l'exercice, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle sera toujours en concurrence contre des gens low volume, high margin, et contre des gens high volume, low margin. C'est vraiment la tension des extrêmes, surtout. Et donc, quand vous êtes un entrepreneur, il faut apprendre à faire des choix. Et des choix radicaux, extrêmes. Donc, ne jamais se rencontrer, c'est un bon choix. C'est même un choix très intéressant. Mais soit vous vous rencontrez jamais dans la vraie vie, soit vous passez votre vie ensemble. Mais vous ne pouvez pas vraiment faire milieu, quoi. Vous ne pouvez pas faire genre, bon, on a une relation 8-16. Non. Soit vous êtes vraiment fusionnel, soit vous êtes vraiment distant. Question? Sur d'autres sujets, je prends tout, hein, astrologie, écoute. On est ensemble, quoi. Ce que je vais dire, ça va paraître très égoïste, mais si on n'est pas à l'aise avec le fait d'avoir un cofondateur qui gère ses réseaux, est-ce que vous considérez que c'est mieux de passer tout ça pour le bien de la société et le bien du projet Ouais, les solopreneurs, restez seuls. Non, mais il faut juste assumer qu'on a un problème, c'est tout. C'est pas grave, c'est pas... tu le dis toi-même, ça paraît égoïste, mais non, c'est pas égoïste, c'est comme ça. Je sais pas, il y a des gens, ils n'aiment pas les primaires, personne n'en veut. Ben, il y a des gens, ils n'aiment pas partager. C'est pas pour ça que ça fait pas des bons entrepreneurs. C'est juste que c'est des entrepreneurs qui ont intérêt de mettre la barre super haut en termes de solidité mentale. Parce que si tu es seul, c'est pas 2 fois plus dur, c'est 100 fois plus dur. Mais si tu as envie de ce challenge, joue. Faut pas, encore une fois, il ne faut jamais jouer avec les cartes de quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas faire semblant que ce n'est pas un problème. Par exemple, si vous naissez avec un handicap quelconque, vous passez votre vie à devoir gérer cet handicap. Bah, être seul, c'est un handicap dans l'entrepreneuriat. Tu seras en concurrence face à des gens qui ne sont pas seuls. Donc, tu seras toujours en concurrence face à des gens plus solides mentalement. Mais c'est pas grave, il faut juste mettre en place les institutions qu'il faut, les routines qu'il faut, etc. L'état-major qu'il faut pour ça. Mais aucun problème n'est mortel. Il y a juste qui sont plus durs que d'autres. Oui. C'est que je trouve que c'est déjà tellement dur, même pour trouver un couple avec quelqu'un d'important, de se dire il faut trouver la bonne personne et si vite challenger tout ça, parce que j'aime bien l'idée de se confronter dans un truc hyper intense pour voir si on tient la route, mais avoir quelqu'un qui a le même drive, la même ambition, les mêmes valeurs, c'est chaud quoi. C'est dur de faire une boîte. Oui, mais je veux dire que c'est. Bah ouais, les chemins sont pas tout simples. Bah non, c'est même terrible parce qu'en fait, tu te retrouves à comprendre en fait que la probabilité de faire une bonne boîte dépend déjà de beaucoup de choses avant même de commencer cette boîte. Vous avez un peu conscience des chiffres startups, c'est toujours un exercice qui m'amuse ça. On va jouer à ce jeu ensemble. Prenons la Silicon Valley, l'écosystème le plus intense au monde dans les startups. Combien il y a de startups créées tous les ans dans la Silicon Valley pour un produit en ligne, on va dire? Combien il y a de startups créées tous les ans dans la Silicon Valley? Comment? Il y a 100 000 startups créées tous les ans dans la Silicon Valley. Sur les 100 000 startups, il y en a combien qui vont lever un seed dans la Silicon Valley? 10 000. T'as vu mes vidéos, toi? Ok, sur les 10 000, il y en a combien qui lèvent une série A? Un premier round institutionnel. Ah, un peu plus. 2 000. 1%. Combien lève une série B? 5. Ah, vous êtes dur là, les gars. Plutôt 50%. C'est plutôt 50%. Combien survivent après avoir levé une série B? La moitié. La moitié a un exit ou meurt. Et là-dedans, il y en a quelques-uns, donc ça fait un truc du genre 40% là, 40% là, et 20% qui devient une boîte indépendante. Donc ça fait 200. Donc pour faire une boîte indépendante, profitable, qui vit sa vie, qui peut entrer en bourse, etc., il faut 100 000 startups au minimum. Vous voyez, et ça, c'est l'écosystème le plus efficace du monde. Vous pouvez pas, la Silicon Valley est le seul endroit au monde où les gens pas doués gagnent de l'argent. Très efficient comme écosystème. Mais c'est des chiffres. Donc quand on décide de faire une startup, il faut avoir conscience de ça.
Et c'est pour ça que d'abord les startups n'ont pas le monopole de l'économie. Il y a plein d'autres façons de faire des boîtes que de faire des startups. Car les startups sont un micro-phénomène, les amis. En ce moment, c'est un micro-phénomène à la mode. Les mecs font des vidéos sur YouTube, ils ont plein de vues. Ça va pas durer. Hein. C'est comme toutes les modes. Toutes les modes passent. Vous avez vu ce film TED? Non? Non, mais sinon, on fait quoi les gars? Qu'est-ce qui se passe? Bon, TED, c'est l'histoire d'une peluche qui parle. Et bah, TED, la scène qui me fascine le plus, c'est la scène d'ouverture. Ça raconte l'histoire de cette peluche. Il y a toutes les télés du monde, etc. Et la fin de cette histoire dit, et puis au bout d'un moment, comme tout phénomène dans la vie, et ben les gens ont fini par s'en foutre. Et là, vous voyez la peluche dans la rue, il fait ouais, Joe, ouais, salut Ted. Et genre, c'est normal, il y a une peluche qui parle. Et en fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas sur la nouveauté. Et le succès. D'ailleurs, c'est pour ça que les stars finissent toujours malheureux. Toutes les stars finissent ringards. Enfin, je veux dire, un jour, les gens diront, oh, putain, encore Oussama Hamar, 40 milliards de connaisseurs. Moi, ce sera un moment où je célébrerai avec beaucoup de douceur. Je trouve qu'être ringard, c'est vraiment, c'est le summum de la réussite d'être ringard. C'est que les gens savent encore qui vous êtes, mais vous êtes plus. Il n'y a pas mieux, c'est vraiment, c'est comme tu sais, les viandes bien maturées, c'est des trucs de connaisseurs. Mais c'est le destin de tout le monde. Enfin, c'est pas, et évidemment qu'en ce moment, tout le monde a l'impression que la seule façon de réussir, c'est de faire des startups, mais c'est une grosse connerie. Les mecs qui ont des boîtes de services, en moyenne, sont beaucoup plus riches que les mecs qui ont des startups. Là, vous faites une web agency en Belgique, il y a des clients moyens au coin de la rue. La probabilité de gagner 10 fois plus de pognon que l'entrepreneur qui fait une start-up qui a levé une série C à Paris, elle est très forte. Hein. Ça, c'est la réalité des start-up. Mais on ne fait pas des start-up pour ça, on fait des start-up parce que c'est enthousiasmant, c'est fabuleux, c'est excitant, on essaye de faire des choses et de temps en temps, il y a des trucs qui sortent vraiment d'ordinaire. Et pour que quelques-uns d'entre nous aient le droit de sortir de l'ordinaire, il faut que beaucoup d'entre nous prenions des livres. Enfin, c'est le deal qu'on doit tous passer dans cet écosystème. Et vous verrez qu'en ce moment, tout le monde a envie de le passer ce deal, mais bientôt, plus personne, beaucoup moins de gens le passeront. Les entrepreneurs seront très bientôt les nouveaux banquiers. Oui. C'est tout bête, c'est qu'en fait, les startups, ce qui définit vraiment une startup, c'est le fait qu'elle soit designée pour le scale. Or, tu es obligé de designer une startup pour le scale avant de scaler. Donc, quand tu designes une startup pour le scale, tu as l'idée que ça va scaler. Sauf que la plupart du temps, ça ne scale jamais. Donc, tu as mis une centrale nucléaire pour alimenter un village de pêcheurs. Et tu as ta centrale nucléaire, tu dis bon, bah ouais, alors on a tous de l'électricité, les gars. Par contre, la facture, là, elle est chère. Très chère. Alors, Joe, il va falloir trouver plus de poissons cette semaine, parce que là, ça va pas. Sauf qu'en fait, quand tu installes la centrale nucléaire, tu sais pas que ça va être un village de pêcheurs. Parce que tu crois qu'on est en train d'installer New York. Donc tu mets une centrale nucléaire. Et t'as pas d'autre façon de faire. Les gens me font rire. Les gens disent souvent. Moi j'adore comment les gens se comportent face à l'échec. C'est un truc que je fais rire. Nous on a une boîte qui a monté de 0 à 24 millions de chiffre d'affaires, qui s'appelle Send, et qui a été vendue pour 1 €. Et tout le monde nous a dit ouais, ça a grossi trop vite. Sans blague. J'avais pas vu celle-là. Attends, tu veux dire, tu es en train de me dire qu'en fait, ça allait tellement vite qu'on a fait des conneries? Non, arrête. D'ailleurs, la prochaine fois que vous ouvrez une boîte, s'il y a trop de clients qui veulent votre produit trop vite, vous les insultez. Ça réduit la croissance. D'ailleurs, la connerie qu'on a fait chez Sales, c'est pas de traiter les gens de connards. Bonjour, je voudrais parler à mon téléphone. Non, connard. Et là, on aurait cru moins vite et on aurait survécu. Mais n'importe quoi. Et les gens sont fous. Et la raison pour laquelle Save, c'est mort, c'est parce que ça allait vite. Et la raison pour laquelle ça allait vite, c'est parce que ça marchait. Les startups, c'est pas dur parce que les startups qui ne marchent pas, non. Les startups, c'est dur parce que les startups qui cartonnent, non. C'est pour ça que c'est traumatisant, les startups. S'il y avait que les startups qui ne marchaient pas, ça se saurait. Tout le monde s'en foutrait. Les gens diraient, bon, bah, ça va pas marcher parce que ça marche pas. Non. C'est pour avoir une bonne image, c'est imaginer, on est en haut d'une montagne, on a tous un bolide, et on doit descendre la montagne en allant à 300 km/h, sans avoir le droit de freiner et ralentir. Quelle est la probabilité que la plupart d'entre nous finissent pas vivants dans cette vie? On est d'accord qu'elle est élevée. C'est la même chose une start-up. Et ce qui fait la différence entre une start-up et une entreprise traditionnelle, c'est que cette intent for scale, cette intention de scale,
crées plein de problèmes dont tu n'as pas le choix. Tu dois scaler. Et donc tu te retrouves à avoir fait un investissement comme ça pour un résultat comme ça. Et si tu avais su par avance que le résultat serait comme ça, tu aurais fait un investissement comme ça, et ça aurait été une boîte naturelle. Mais sauf qu'il n'est pas possible d'avoir un résultat comme ça si tu ne fais pas cet investissement. Et c'est pour ça que faire une startup, c'est prendre les risques. C'est l'incertitude. C'est toujours facile a posteriori de dire qu'un truc qui ne marche pas va pas marcher. Ah oui, merci. Merci Captain Obvious. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est tellement dur quand tu vois un Uber, tu ne peux pas imaginer. Par exemple, est-ce que vous auriez imaginé que Uber allait opérer dans 180 villes dans 6 ans? Vous êtes le jour où Uber se démarre. Et dit, ouais, nous on est trop forts. D'ailleurs, pour info, hein, le pitch de Uber au début, c'était pas ça. Hein. Le pitch de Uber, c'est qu'ils avaient fait un truc de limousine à travers les US. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils viendraient Uber. Ils disaient d'ailleurs aux gens, investissez chez nous, on va valoir 100 millions, et ça va être la folie. Ils valent 120 milliards. Ils se sont plantés à quelques euros, dans le bon sens. Mais voilà, c'est une question? Oui. Ouais. Comment vous évaluez le français dans le départ aujourd'hui, on dirait que plus ça peut plus ça peut. C'est une bonne façon de voir. Nous, on a arrêté d'essayer d'évaluer le potentiel des projets. On se concentre plutôt sur évaluer les gens. Moi, j'ai compris en fait que la connerie que j'ai fait sur Uber, c'est pas de ne pas comprendre le business, c'est de ne pas faire confiance à l'équipe. Alors j'avais des raisons objectives de leur faire confiance. On peut dire ce qu'on veut de Travis, qui est unique. Hein. Les gens adorent expliquer qu'il n'a pas été un bon PDG, etc. Il a monté une boîte qui gagne 21 milliards dans les taxis. Si les gens pensent qu'on fait ça en étant un enfant de cœur, je ne suis pas sûr qu'elle ait été. Et donc nous, notre obsession, c'est vraiment d'aller au fond des gens et de bâtir de la relation avec les gens et de voir si vraiment les gens sont solides. Et si les gens sont solides, on est prêt à les soutenir à travers 2, 3, 4, 5 échecs, autant qu'ils veulent. En fait, la clé que j'ai compris, c'est que si vous essayez suffisamment de fois, vous finissez toujours par avoir de la chance. Et que personne qui essaye longtemps n'a pas de chance, c'est pour ça que la chance est réservée aux gens rigoureux, forts mentalement, et qui n'ont pas peur du regard de l'autre. Et c'est ça qu'on cherche. On a 5 qualités qu'on cherche chez les entrepreneurs. On cherche de la détermination, parce que la détermination et le courage, c'est la mère de toutes les qualités. Si tu n'as pas de courage, tu ne peux pas te battre. La deuxième chose, c'est qu'on cherche de la flexibilité mentale. Si tu n'es pas capable de changer de vie rapidement, tu finiras jamais par t'adapter. On cherche de l'imagination, parce que c'est beaucoup plus important que l'intelligence. L'intelligence, c'est devenu une commodité. Hein. Tout le monde dans cette salle est intelligent. Enfin, du moins la plupart d'entre vous. C'est devenu tout le monde. Même si vous n'êtes pas intelligent, vous avez accès à Google, donc c'est pas plus vraiment la différence. Par contre, l'imagination, ça n'a pas été remplacé par Google. La quatrième chose qu'on cherche, c'est de l'amitié, une capacité à avoir des relations profondes avec les gens. Et la dernière chose qu'on cherche, c'est de la coquinerie. Dans cette famille, les entrepreneurs sont coquins. C'est une maison où il y a toujours une petite touche de coquinerie dans tout ce qu'on fait. Parce que je pense qu'en fait, si vous êtes trop rigide et trop sérieux, ben, ça ne marche pas. Alors évidemment, ça ne veut pas dire être malhonnête, d'être coquin. Il y a une courbe, une ligne qu'il faut savoir ne pas. Mais il ne faut pas être. Et si on a ça, on est prêt à soutenir sur autant d'idées que tu veux. Si on a cette conviction sur toi que tu as ces qualités-là, bah là, on peut être là pour les 20 prochaines années, il n'y a pas de problème. Oui. Une boîte de service, pour toi, c'est le point important d'avoir un marketeur. Non, boîte de service, ça marche très bien en solo. C'est ça, moi je suis dans une agence, et j'ai plusieurs refusés, mais avec la possibilité de la rencontrer quelqu'un, mais comme on est à distance, je me dis c'est un peu chaud. Ça marche très très bien d'être seul dans les boîtes. Ouais, je me dis que ça marcherait quand même bien avec lui. Donc du coup, je veux dire quand même que c'est assez dur d'être tout seul, parce que je vois avec les agences, il y a des consommateurs et tout ça. Ouais, alors dans le service, ça finit toujours mal quand on est plusieurs. Pour une raison simple, c'est que ça ne produit pas assez d'argent pour partager. Non mais c'est tout bête. Hein. Quand tu fais une $1 billion compagnie, il y a tellement d'argent que tout le monde s'en fiche. Tu peux être 20, il n'y a pas de problème. Quand tu fais une boîte de service, tu fais une PME, quand il y en a un qui te prend dans la caisse un peu plus que l'autre, ça crée toujours des tensions qui prennent les paris. C'est pour ça que dans toutes les boîtes de service, il y en a toujours un qui arrête de bosser, l'autre qui fait tout. C'est connu. On l'a vu de ce point. Peut-être parler de tes moyens PSP.
Ouais, et qu'est-ce que je te dis? Tu l'as acheté? Je sais pas, non, je sais pas acheté, mais je Bah, achète. que... T'attends. Comment? Les achètes sont sur la commande. Bah oui, justement. Mais non, c'est sorti hier, non? C'est rien, j'ai pas vu, mais j'ai vu que ça fait 6 mois qu'elle a... Comme ça, elle fait ça, c'est encore... Non, non, le prix a monté, mon vieux, t'as trop tard. Si c'est intéressant, je peux dire qu'elle a l'agence. C'est super intéressant. C'est fait pour toi. Mec, tu viens de passer un bon moment ou pas? Bah, pense à moi. Pense à moi. Tu viens de faire passer un bon moment. Même si c'est de la merde l'information, tu devrais donner l'argent par simple gratitude pour tous les bons moments que ça peut passer. Comment? Bah justement, gratos en plus. Je pense pas qu'il est temps de passer à la caisse. Comment ça peut-être? Mais pourquoi t'hésites? Qu'est-ce que t'as à perdre? Au pire, dis-toi que cet argent va me servir à bien vivre. Franchement, t'as envie que je lui bien ou pas? Comment? Bon, est-ce que tu penses que je serais capable de te vendre quelque chose dont je suis pas fier? Non, je sais pas que ça. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Tu peux payer en 10 fois. Tu peux payer en 10 fois. Si c'est un problème d'argent, bah alors. C'est quoi ton nom? Comment? Je vais vérifier tous les jours si t'as acheté. Je vais vivre très mal si tu veux pas. Comment? De quoi? Non, on a vendu pas mal. Oui, super. À Paris? Demain, tu prends avec moi? Ah, tout à fait, je prends. Donc, est-ce que ça vaut le coup de s'associer avec quelqu'un pour un e-commerce type Shopify avec un seul produit qui est pas compliqué? Non. Non, mais typiquement, c'est la stratégie. Si le but c'est de faire un produit, on sait qu'à terme, on va pas vouloir rester dessus, que c'est un produit qui est fait. Ça va rester solo, puis après. Exactement. Comment tu fais quand un de tes co-associés, cofondateur, arrive à sa limite de capacité, soit émotionnelle, relationnelle, intellectuelle Tu le mets au banc, tu as une discussion sérieuse avec lui et tu le mets en place. S'il n'y a pas d'autre, il est avant tout actionnaire de la boîte. D'abord, il devrait avoir cette conversation avant toi avec toi. Oui, mais s'il ne s'en rend pas compte, il faut lui rendre ça évident. Il faut travailler à lui rendre évident, et c'est comme toutes les mauvaises nouvelles, il faut les dire de façon directe, preneuse par là. Tu l'enlèves tout doucement, c'est une torture, tu l'enlèves d'un coup, au moins c'est pas très. Il faut jamais, tu sais, une des vraies qualités des entrepreneurs, c'est de ne jamais avoir peur d'annoncer des mauvaises nouvelles. La capacité à annoncer des mauvaises nouvelles, c'est un super pouvoir pour l'entrepreneur. Et encore une fois, s'il a l'intérêt de l'entreprise à cœur, alors ça peut mal tourner, ça peut se s'engueuler, etc. Mais il y a des moments où il ne faut pas avoir peur de ça, au contraire. Parce que le risque que ça se passe mal est moins fort que le risque que ça pourrisse. Et le pourrissement, c'est exponentiel. D'ailleurs, il y a plein de trucs bizarres dans la vie. Par exemple, quand il y a un cofondateur qui est plus à la hauteur, les premiers à le voir, c'est les employés. Et les employés ont tendance à se démotiver plus vite que n'importe quoi d'autre. Et ça, tu vois, c'est le cercle vicieux. Alors que si les employés voient que même un cofondateur n'est pas à l'abri de faire son job, ça crée de l'ambition, ça crée de la discipline, ça crée de l'envie. Les gens se disent, ok, il n'y a personne qui est à la bonne. Oui. Selon toi, c'est quoi la meilleure manière de motiver ces premiers employés qui arrivent? La meilleure manière de motiver les employés qui arrivent, c'est de montrer l'exemple. Montrer l'exemple. Voilà, leur donner des responsabilités. Non, c'est des conneries ça. Les responsabilités, ça n'existe pas au début. Ça, c'est un truc. J'ai jamais compris ces trucs-là. Non, mais je veux dire, les impliquer dans le projet. Les impliquer quoi? Il n'y a rien à impliquer. Au début, tu as juste à faire. Donc, en fait, ça, c'est un truc, souvent les gens vont dans des petites boîtes parce qu'ils veulent avoir de l'impact, ils veulent être décisionnaires, etc. Ces gens-là, tu ne les embauches jamais. Mais bien sûr, c'est les pires. Ils ne viennent pas pour les bonnes raisons. Dans une petite boîte, déjà, il n'y a pas de place pour deux dictateurs. Dans une petite boîte, la plupart des choses qui sont à faire sont évidentes. Regardez, par exemple, tout le monde veut faire de la stratégie. Est-ce que vous connaissez la définition de la stratégie? La stratégie, c'est l'allocation du capital dans le temps. Au début, vous n'avez ni temps ni capital. Pourquoi vous faites de la stratégie?
Au début, la seule chose qu'il y a à faire, c'est délivrer. Et qu'au début, il faut avoir des gens qui ont cette mentalité de délivrer. Il ne faut pas des gens qui sont là pour se tourner les pouces en réfléchissant à comment vendre l'impact. Et ce qui doit les motiver, c'est justement le fait qu'ils délivrent. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens qui sont attirés par les petites entreprises sont malheureux. Parce qu'ils vont dans les entreprises et ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchaient. Vous voulez de l'impact et de la stratégie, allez dans une grande boîte. Les endroits où on peut avoir de l'impact et faire de la stratégie, c'est les grandes boîtes. Ils ont ça à foutre. Ils ont tellement de moyens qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils ont beaucoup de temps et beaucoup de capital. Donc ça peut faire la différence. Alors évidemment, la barre est haute. Pour rentrer dans une grande boîte, il faut travailler. Mais regardez, Google Maps, ça a été créé par 2 Australiens qui étaient en stage chez Google. Pourquoi Google Maps a un tel impact? C'est parce que Google, pensez vraiment que Google Maps aurait pu être une start-up. Google Maps, je crois qu'ils étaient déjà 50 000 employés, les 2 mecs étaient en stage dans le bureau australien. Vous croyez que les mecs au siège, ils étaient là? Alors, qu'est-ce qui se passe ce matin au bureau australien? Oui, ils ont lancé un truc dans les cartes. Ah bon? Projet stratégique? Non. Les mecs, ils ont lancé ça dans leur coin. Un jour, les mecs, ils disent, mais pourquoi on a 200 000 utilisateurs dessus? Vous les appelez, ces 2 Australiens, s'il vous plaît? Ils sont en stage. On peut leur donner un CDI. Donc, les gens se trouvent. On va dans les petites startups pour exécuter, pour avoir cette adrénaline du faire. Et le faire, il n'y a pas besoin de réfléchir. Tu veux motiver tes premiers employés, choisis les biens. Choisis des gens qui ont envie de faire. Et achète Anyone Can Scale. On en reparlera. Franchement, je vais en reparler à quelqu'un dans le fait. Je parle beaucoup quand même. Je parle beaucoup. D'accord, je crois que tu as levé la main. Non, j'ai rêvé. Non, c'est toi qui as levé la main. Donc ouais, tu parlais de la répartition 50-50 au début qui est l'idéal, mais maintenant on voit de nouveaux modèles avec une répartition dynamique en fonction des performances. Qu'est-ce que tu en penses? Bullshit. Bullshit fondé sur le fait que les gens ont peur. Et si les gens ont peur, il ferait mieux de ne pas être entrepreneur. Point. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Les gens, ils sont là à vouloir tout objectiver. Ça sert, encore une fois, c'est pas un truc rationnel. Est-ce que vraiment, je sais pas, est-ce que tu es du genre à la maison à compter qui a mangé quoi dans le frigo pour savoir qui va payer l'addition à la fin? C'est comme les gens qui au restaurant disent, alors toi tu as pris ce truc, ça fait quoi? Ces gens-là ne font pas de boîte, ne font pas de cohésion. Enfin, les gens qui font des boîtes, ils prennent l'addition, ils payent pour tout le monde, ils passent à autre chose. Tu dois avoir cette énergie quand tu es entrepreneur. Par contre, toi, tu avais une question, il y avait 2 bras en même temps autour de toi. Toi aussi, tu veux acheter Anyone Can Scale? Au début, une startup, il faut toujours faire. À partir de quel moment, combien d'années, quel est le moment où le founder peut se dire il faut que je me détache de ce faire? Quand tu produis plus d'argent que ce que tu as besoin par jour. La stratégie, c'est l'allocation du capital dans le temps. Quand tu gagnes plus d'argent que ce que tu peux dépenser dans le temps, tu changes. Par exemple, si tu gagnes assez d'argent pour un trimestre, tu dois réfléchir au trimestre. Si tu gagnes assez d'argent pour l'année, tu dois réfléchir à l'année. Si tu gagnes assez d'argent pour 10 ans, tu dois réfléchir pour 10 ans. Par exemple, les cash réserves de Apple, c'est 100 ans. C'est-à-dire que si Apple s'arrête tout là, ils ont 100 ans de cash devant eux. Donc les mecs chez Apple, ils ont le droit de réfléchir à 25 ans. Normal, ils ont 100 ans de cash. Les réserves de cash d'une startup moyenne, c'est... Tu vois, par exemple, je sais pas, Péfi vient de lever 70 millions, ça représente 4 ans de cash. On travaille pour faire un plan à 4 ans. Parce que tu as 4 ans de cash, donc il faut que tu réfléchisses à comment tu l'utilises sur 4 ans. Mais si tu as 3 mois de cash, tu réfléchis à 3 mois. Le cash, c'est tout. Hein. Enfin, toutes les stratégies qui ne sont pas basées sur l'allocation du capital dans le temps ne sont pas des stratégies, c'est de la poésie. Et en général, la poésie, ça ne paye pas. Voilà. Oui. Tu nous parles comment trouver les bons cofondateurs, 50% de la répartition. Après, il y a des aléas dans la vie qui fait que pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons, un de cofondateurs part. Ouais. Comment il rend des parts. Pardon? Il faut toujours avoir un contrat qui prévoit comment tu rends les parts le jour où tu pars. C'est hyper important, ça s'appelle un vesting. Le vesting, c'est la base d'une bonne association. On démarre à égalité, on finit rarement à égalité. S'il faut 10 ans pour construire une boîte et quelqu'un part au bout de 2 ans, il n'y a pas le même nombre de parts que quelqu'un qui est resté 10 ans, c'est normal. Et ça, il faut être honnête et avoir les discussions honnêtement là-dessus. Oui. Si chacun vous dirait l'autre.
ben, si chacun veut virer l'autre, c'est la guerre, mon pote. Et c'est pas beau la guerre. C'est pas beau du tout. Une fois qu'il y a des investisseurs. C'est très rare. Après, il y a des invests, etc. Exactement. En général, si tu t'engueules au moment où c'est toujours que deux, c'est que de toute façon, bah, la boîte, elle est finie. Donc, c'est pas très grave. Et après, quand il y a d'autres gens, bah, il y a des gens qui arbitrent. D'ailleurs, là, vous pouvez pas. Tu sais, il y a plein de gens qui disent. Ça, c'est un truc naïf que j'entends très. Il y a plein de gens qui disent que le but du jeu, c'est de supprimer la politique. On entend tout le temps ça. C'est ça, l'une des phrases qui me fait le plus rire au monde. Si vous avez des enfants un jour, vous verrez que les enfants ont un truc naturel pour savoir quoi demander à papa et quoi demander à maman. C'est flippant. Hein. 3 ans, ils commencent déjà. À 3 ans, la plupart des gens sont dignes du Sénat américain. Et c'est naturel la politique. Et après, les gens ils font des startups, ils disent oui, nous, chez nous, il n'y a pas de politique. Bien sûr, c'est très connu ça, que les humains arrêtent d'être des humains parce qu'il y a le mot startup. Non, la politique c'est naturel. Donc évidemment qu'il y a toujours de la politique et que le but du jeu c'est que la politique soit pas toxique. C'est vrai qu'il y a de la politique positive et il y a de la politique toxique. Il y a la politique pour amener les gens à faire le meilleur d'eux-mêmes et il y a la politique pour obtenir des choses dans ton intérêt personnel et égoïste. Comme il y a des bons politiciens, des mauvais politiciens, il y a des bons gosses, des mauvais gosses. Bah oui. S'il y a des mauvais adultes, c'est qu'il y a des mauvais enfants. Enfin, et donc évidemment qu'en fait ton but, quand il y a des conflits, c'est d'être le plus transparent possible, le plus ouvert possible. Et si ça ne se résout pas, bah, il faut prendre tes responsabilités et prendre des décisions qui vont venir. Il y a une main qui s'est levée, oui, c'est quoi? Si vous avez vu par l'expérience que la différence d'âge de deux fondateurs était bénéfique ou pas? Ah bah, merci pour cette question, j'ai complètement oublié d'en parler. Évitez de vous associer avec plus vieux que vous. Ça ne marche pas. Les vieux qui s'associent avec des jeunes, ça finit toujours mal. Ça finit pas dans le même monde. C'est très très dur de vivre dans la même réalité. Alors, il y a des exceptions. Et quand je dis vieux, enfin, disons que 10 ans d'écart, c'est le max. Mais au-delà de 10 ans d'écart, on ne vit plus dans la même réalité. Et quand on ne vit plus dans la même réalité, c'est très très dur. Rien que des trucs de rythme de vie. Imaginez, il y en a un, il a 3 enfants, et l'autre, il est célibataire. Il travaille tous les jours jusqu'à minuit, l'autre, il rentre tous les jours sur 5 heures. L'idée que ça ne va pas créer du ressentiment, elle est nulle. Évidemment que ça crée du ressentiment. Vous avez beau être la personne la plus ouverte du monde, la plus sympa, quand vous êtes tous les jours au bureau à minuit, pendant que l'autre est en train de discuter avec ses gosses, et qu'il a les mêmes parts que vous, ça crée des emmerdes. Si les deux ont des enfants et que les deux partent à 17h, c'est cool. Donc la base d'une bonne cofondation, c'est de vivre dans la même réalité. Et là, j'ai une réalité biologique. Je sais que les gens abordent dire qu'en fait, c'est une question de mindset et tout. Ouais, mais enfin, il n'empêche que quand on a vécu 40 ans ou 50 ans des choses, ben, on est marqué. C'est comme ça. Moi, j'ai pas la même fraîcheur que quand j'avais 20 ans. Enfin, ça fait 12 ans que j'en prends plein la gueule, forcément, il y a un moment, ça marque. C'est pas. J'ai beau essayer de faire le naïf, l'innocent, etc., c'est de plus en plus dur. C'est normal. Dieu merci, sinon il n'y aurait jamais de. Sinon les gens qui réussissent capteraient tout à jamais. Enfin, ce serait horrible comme process. Ouais. Vas-y, recommence. J'avais une deuxième question, c'est dans l'expérience, à partir de quel moment, de quel milestone, il est intéressant de faire appel à du capital externe? Je pense que pour la première fois, le plus tard, c'est mieux. Et pour la deuxième fois, le plus tôt, c'est mieux. En fait, je pense que la première levée de fonds, plus elle a lieu tard, et mieux c'est. Parce que plus tu as de leverage. Et après, c'est juste une question de rythme et d'écoute historique. Et souvent, les gens font l'inverse. Ils font la première très rapidement, et la deuxième, ils prennent plein de temps. C'est horrible, c'est un struggle horrible. Alors que quand tu commences à avoir des résultats et de l'argent, c'est là où il faut ride the wave. Alors, si tu peux. Il y avait par là. Ok. Même si je ne le trouve pas. Ah oui, c'est ça, si tu trouves pas. C'est une très bonne problématique. C'est un truc qui te prépare à un jour faire un travail. C'est un exercice. Exactement. D'ailleurs, pensez-y, hein, c'est assez marrant l'entrepreneuriat est un domaine où les gens ont des réflexes surnaturels. Par exemple, imaginez, je vous dis, je veux être écrivain.
personne se dit que son premier livre sera Proust. Si je vous dis je suis peintre, personne se dit qu'il va peindre la chapelle Sixtine comme premier chantier. Imaginez le mec qui dit bon, moi j'ai envie d'être peintre, on va me trouver une chapelle déjà. Puis j'ai besoin de place, hein. Parce que ma créativité a besoin de place. Si quelqu'un faisait ça, il passerait pour un psychodingue. Mais si quelqu'un vient et vous dit bon alors les gars je vais créer le prochain Google, bah vous dites ouais sure, bien sûr. Et non, ça marche pas comme ça en fait. C'est naturel d'avoir envie de faire des projets perso. D'ailleurs, la plupart des gens qui font des grands trucs, ils ont fait plein de choses dans leur vie avant. Mark Zuckerberg, Facebook, c'est pas sa première boîte. Hein. Il a fait plein de choses, il a fait passer des boîtes. Il a fait des logiciels libres, des trucs, des machins. C'est très courant. Les gens qui font des choses, en général, ils ont l'habitude de faire des choses. C'est quand même très rare d'être porté par la grâce et que son premier œuvre soit un chef-d'œuvre. Ça n'a pas de sens. Et c'est fou parce qu'on est très très habitué dans les domaines classiques à évaluer ça. On voit le travail que ça prend d'être un musicien. Mais on ne voit pas le travail que ça prend d'être un entrepreneur. Parce que ça fait pas longtemps qu'on en a. Et donc on croit qu'ils sont magiques. Mais non, les entrepreneurs c'est comme tous les artistes. C'est des gens qui dans la majorité des cas galèrent, et dans quelques rares cas sont portés par la grâce, et quelques-uns d'entre eux ont de la chance. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat que de gens qui réussissent dans la chanson. Si quelqu'un vous dit je veux devenir chanteur, vous vous dites quoi? Oh là là, peu de chance de réussir. Si quelqu'un vous dit je veux être acteur, vous dites quoi? Oh là là, peu de chance de réussir. Si quelqu'un vous dit je veux être entrepreneur, vous ne dites pas ça. Pourtant, à mon avis, devenir Georges Clooney, c'est aussi facile que de devenir entrepreneur. D'ailleurs, Georges Clooney, lui, nous a fait acteur et entrepreneur. Vous savez que Georges Clooney a vendu une boîte 1 milliard, il a bootstrappé sans jamais lever de fonds. Il a d'ailleurs fait cette blague incroyable à la conférence de presse de vente de la boîte. C'est une boîte de tequila, je me rappelle. C'est une très bonne tequila d'ailleurs. Je te la ferai goûter, j'en ai à la maison. Mais il a fait cette blague à la conférence de presse disant Hi, I'm George Clooney. I'm an entrepreneur that do some acting on the side. Et d'ailleurs, c'est marrant d'y penser. George Clooney est la preuve que la vie est injuste. Non mais c'est vrai, réfléchissez-y. Il est de plus en plus beau. Plus il vieillit, plus il est beau. En plus, il est acteur. Il a l'air heureux en couple, quoi qu'on en dise. Et il a créé une boîte qui bootstrap, qui lève pas des fonds et qui vend 1 milliard. Ben, ça s'arrête quand enfin. J'espère qu'il a un problème physique caché. C'est pas possible. Il y a un moment, c'est trop. Donc non, et d'ailleurs, c'est une des leçons d'humilité qu'on prend dans l'entrepreneuriat. C'est qu'il y a des gens qui ont tout, et il y a des gens qui ont rien. Non, mais vraiment. Il y a des gens qui sont portés par la grâce, c'est réel. Hein. Il y a des gens, ils sont beaux, intelligents, sympas. Il y a des gens, ils sont moches, vraiment pas sympas, complètement cons. Et c'est ça la matière humaine en fait, c'est que les extrêmes existent dans la réalité autant que dans tout domaine en fait. Allez, une dernière question, oui. Toi et tes associés, vous conseillez des startups depuis un certain temps. Comment est-ce que vous avez évolué dans le type de conseil que vous donnez et qu'est-ce que vous avez appris? Alors, tellement de choses. Bizarrement, pas grand-chose sur les fondamentaux. Là où je suis impressionné, c'est qu'on avait quand même une raison sur les fondamentaux. Après, il y a plein de choses à la marge en termes de tactique, en termes de machin. Et c'est vraiment des trucs bizarres. Genre, avant, je t'aurais dit qu'il fallait pas bâtir la relation en amont avec les investisseurs. Puis j'ai vu qu'en fait, il y avait des gens qui savaient bâtir la relation avant de lever. Mais c'est vraiment des trucs de tactique. Mais les fondamentaux, eux, on avait raison. Pour être un bon entrepreneur, il faut être committed. Pour être committed, il faut travailler beaucoup. Pour travailler beaucoup, il faut parler aux clients. Pour parler aux clients, il faut itérer. Tout est là. Vous faites ça bien, tout reste une naturel. D'autres structures que non, déjà que c'est le bordel, normalement on est très. Les startups est souvent amené à faire des chiffres. Ouais. Et comment ça se passe entre les fondateurs, des moments où Ouais, ça c'est dur. Ça c'est. Alors, tu as deux types de shifts. En fait, tu en as 3. Donc, tu as les shifts d'asymptotes. Donc, tu as un succès
au début que tu crois être un succès, et tu te prends un plafond de verre, et tu es collé au plafond, comme ça, qu'est-ce que c'est en fait, ces shifts-là sont les plus durs. Parce que ces shifts-là, il faut être prêt à faire ça et réessayer. Et pour faire ça, quelle que soit la taille de ton asymptote, ça crée une panique à bord. Les employés détestent. D'ailleurs, la meilleure façon de faire, c'est de virer tout le monde. Non, non, je rigole pas. C'est très dur. Mais vraiment, tu as lancé le truc, tu prends le plafond de verre, tu te dis il faut tout reconstruire à zéro. En fait, tout reconstruire à zéro avec des gens qui ont eu l'info et qui connaissent, ça marche jamais. Les gens qui ont le courage de virer tout le monde, il y en a peu et je leur jette pas la pierre. Moi, j'en serais incapable. Je me souviens, un jour, j'étais en office hour et je dis à un mec, bon écoute, je crois que là, dans la situation dans laquelle tu es, il faut virer tout le monde, il fait ok. Je dis, ah, mais je sais pas comment tu fais. Bon, le mec est venu, il a dit, bon les gars, ça marche pas, tout le monde dehors. Quoi? Ouais, allez, tout le monde dehors. Et il a recommencé, il a construit une boîte, c'est une des meilleures boîtes de Nottingham d'ailleurs. Ils viennent de lever 12 millions. Je ne vais pas vous dire le nom parce que c'est pas sympa pour vous dire. Mais avec ce que je vais dire là maintenant. Mais il a une capacité incroyable à être détaché de toute émotion. Et je reconnais, enfin, vraiment, j'ai fait la phrase en disant il va me dire que non et puis on va travailler. Et puis il a dit oui, il l'a fait. D'ailleurs, il a fait voir dans un email trop chelou. Il m'a demandé d'expliquer, je me suis fait avoir. Il m'a demandé d'expliquer pourquoi il fallait virer tout le monde par email pour qu'ils réfléchissent. Et il a forward l'email aux 17 personnes. Donc moi j'ai longé les murs dans Paris pendant des semaines. C'est un journaliste pour Bluetooth. Dieu merci. Je vois déjà l'article. Vous savez, je m'appelle Oussama, c'est pas facile. Donc ça c'est la première type de courbe. La deuxième type de shift qui est le plus facile, c'est tu fais ça. Ça. Là, si tu shiftes pas, c'est que vraiment tu es entouré de psychopathes. Non, ça, c'est le pivot le plus simple. Hein. Alors, petite astuce sur ces pivots-là, il n'y a rien de mieux que les pages blanches. Les gens appellent ça pivot, on devrait appeler ça page blanche. Les gens comprendraient mieux ce qu'est un pivot. Vous savez, le pivot, c'est au basket, il y a un pied qui reste, qui bouge. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Je suis pas très bon au basket, vous devez vous en douter. Mais non, enfin, page blanche. Et alors, il y a un troisième type de courbe qui est assez marrant. C'est les courbes qui font comme ça. Et le problème, c'est que là, il y a des milestones invisibles où, en fait, les gens du début sont plus les bonnes personnes. Où les politiques tarifaires du début sont plus les bonnes personnes. Il faut changer des choses fondamentales alors que ça marche. Alors, celle-là, je ne les traite même pas. Ça, je ne veux même pas en avoir affaire. En général, je dis aux mecs de se démerder avec leur borne. Par exemple, Facebook est en train de vivre ça en ce moment. Facebook, en ce moment, en lançant Libra, je ne sais pas si vous avez suivi Libra. Libra, c'est une décision de ce type-là. Les gens qui prennent ces décisions-là ont des expériences que moi, je n'ai pas. C'est ma limite. Je n'ai jamais été dans cette situation en tant qu'entrepreneur. Et très sincèrement, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font pour arriver au bureau en disant il y a tout qui va bien, il y a tout qui marche, mais on va aller chercher mieux. Et en fait, ouais, c'est pour ça que je ne suis pas Mark Zuckerberg. Là, je la connais ma limite, je la comprends. On l'a cette année avec une de nos boîtes, cette histoire. Ils m'ont appelé pour parler avec eux. Vraiment, j'aurais dit démerdez-vous. Parce qu'en fait, c'est une forme de responsabilité qui est très dure. Parce que tu te tires toi-même une balle pour quelque chose qui n'existe pas, mais tu sais que tu n'as pas le choix parce que quelque part c'est une évolution naturelle de ta boîte et tu le sens. Et alors pour expliquer ça à tes employés, par exemple Libra chez Facebook, tout le monde est content. L'employé moyen chez Facebook en ce moment, il se demande ce que Mark Zuckerberg fait. Si vous croyez que dans une boîte comme Facebook, les gens sont en mode ouais on est innovant, on lance Libra, mais vous ne vivez pas sur Terre. Facebook, Renault, Peugeot, EDF, même combat. Les gens détestent le changement. C'est pas. Il y a un mec qui a une boîte, qui a un réseau social, qui est déjà à des emmerdes, a survécu aux emmerdes, qui sort 37 milliards de monnaie par an et qui dit les gars, on va lancer une monnaie
et on va se mettre tous les gouvernements du monde à dos, parce que je pense que c'est l'avenir. Quoi? Il a fumé quoi, ce type? Enfin, là, vous avez des stocks Facebook, vous êtes ingé en Ops, et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et ça demande d'être d'une trempe. Là c'est dans le jeu vidéo de l'entrepreneuriat, c'est niveau 99. C'est un niveau réservé à très très peu de gens. Et c'est un boss très spécial. C'est un boss purement esthétique. Par exemple, je réfléchissais souvent à... Vous connaissez cette histoire sur l'iPhone de Steve Jobs? Regardez la keynote du premier iPhone, il y a un moment où Steve Jobs s'excuse aux familles des ingénieurs. C'est un moment très chelou de la keynote. Il est là et il présente ses excuses. Et moi, je me suis toujours demandé ce qui s'était passé. Et donc, j'ai parlé avec des potes chez Apple. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, Steve Jobs, à 6 mois de la sortie de l'iPhone, il n'était pas content du design de l'iPhone. Et donc, il a dit à tout le monde, c'est bien, mais c'est pas bien. Et tout le monde a dit, non, mais t'as pas compris, en fait, ça fait 3 ans qu'on bosse. Donc, ton c'est pas bien, c'est bien. Donc, en fait, tu vas juste fermer ta gueule. Hein. T'as beau être Steve Jobs, pour Dieu sur Terre, en fait, là, non. Et donc, Steve Jobs avait rencontré une sorte de résistance interne qui lui disait, de toute façon, ça sort dans 6 mois, on change rien. Parce que ça, c'est un truc que les gens ne savent pas. C'est que les gens imaginent que le leadership, c'est un truc où vous dites des choses et tout le monde dit ouais. Non, la plupart du temps, vous dites des choses et les gens disent ah bon, mais pourquoi? Mais non, mais t'es sûr? Mais non, mais moi je pense que. Tu penses quoi? Enfin, t'as rien fait, arrête. Et donc Steve Jobs n'était pas content avec le design et il est venu dans la nuit au bureau et il a tout effacé. Il a tout effacé. Les plans, les designs, les trucs. Et il a dit on change pas la date de lancement, on l'a annoncé. Et il a dit de toute façon, si vous ne montez pas les manches, la boîte va mourir. Parce que si on annonce en public que le patron est venu dans la nuit à tout effacer à 6 mois du lancement, bah là l'action, elle perd. Donc tous, vous êtes ruinés. Je suis ruiné, vous êtes ruinés, on est tous ruinés. Donc vous n'avez pas le choix. Je vous ai dit que ça ne me plaisait pas, on reconstruit. Vous voyez le truc? Après les gens disent ouais, l'entrepreneur, ouais, tiens, coltine-toi des psychopathes dans ce genre. Évidemment que ces gens-là font des trucs hors du commun, parce qu'ils sont hors du commun. Et d'ailleurs, pour un mec comme ça, il y en a 10 qui ont planté leur boîte. Hein. By the way. Parce qu'en fait, quand vous venez la ligue, vous effacez tout. En général, ça se passe pas bien. C'est l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il faudrait un jour écrire la chronique de tous les perdants. C'est tous les mecs qui ont fait des trucs héroïques de machin. Vous avez vu l'arme fatale 4? Non. Dans l'arme fatale 4, il y a un moment, les mecs sont en haut d'un immeuble et ils sautent de l'autre côté de l'immeuble. Et donc ils sautent et ils rattrapent de l'autre côté. Et moi je regardais ça et je me disais, combien il y a de cons qui ont vu ce film et qui vont mourir? Mais non, parce que c'est vrai, il y a combien de mecs qui se disent ouais je peux sauter de l'autre côté et qui se plantent parce qu'ils ont mal évalué la distance. Et d'ailleurs c'est assez courant de mal évaluer les distances de saut. C'est l'arme fatale 4 qui survivent, mais dans 2 flics à Miami, les mecs meurent. C'est un clin d'œil à cette scène d'ailleurs. Mais c'est normal en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui ont des moments d'excès d'hubris, et l'hubris, ça marche rarement en fait. Mais si vous n'avez pas d'excès d'hubris, vous n'avez rien non plus. Allez, dernière question et on y va. Oui, bien sûr. En fait, si vous avez un projet qui est un peu compliqué, il y a quelques temps, vous savez des questions sur une défense, mais aujourd'hui, dans l'entourage, une personne qui pourrait donner du temps pour ingénieur de défense qui ne passe pas, et la personne, comment est-ce que, même si vous réussissez à faire un bon pitch pour mieux de défense, comment est-ce que vous finissez par vous entourer de personnes qui sont qualifiées et pouvoir en faire, et pas juste des personnes qui ont fait, avec lesquelles vous avez envisagé de... Comment tu fais pour aller dans l'espace sans fusée? Ou alors vous avez... Bah voilà. Mais non, mais on peut pas. En fait, tu poses la question qui démontre que tu sais que c'est impossible. Les projets techniques, les projets techniques sont faits par des gens techniques. Oui, ça c'est normal, mais après, c'est comment est-ce que ce final pour avec des... Est-ce que tu crois que qui que ce soit de technique s'associera un jour à quelqu'un qui n'est pas technique?
as deux choix, soit tu deviens technique et tu gagnes ta légitimité, soit tu gardes tes rêves. Il n'y a rien au milieu. Et il faut arrêter de rêver. Tout le monde s'en fout des idées. D'ailleurs, c'est un truc que tous les codeurs, ingénieurs connaissent. Les codeurs et les ingénieurs sont pitchés toute la journée par des gens qui viennent les voir en disant « Ouais, c'est une super idée. Bah ouais. » D'ailleurs, moi j'ai une idée incroyable. C'est l'énergie gratuite et illimitée pour tous. Pas mal comme pitch. Et je cherche 2 PhD pour faire un stage. J'ai unlimited d'énergie. J'ai un pitch, les gars, d'enfer. J'ai élevé avec la BPI, 100 000 €. Bon, vous n'avez pas la BPI, ça ne marche pas comme la BPI. J'ai élevé avec Spark in Belgium, forcément. Et voilà, tu vois bien qu'en fait, le problème, c'est justement de gagner ta légitimité par le savoir. Et il n'y a pas d'autre façon de faire, en fait. Il faut que tu apprennes à coder. Et tout le monde peut apprendre à coder. Tout ce que vous voulez apprendre, ça apprend. Il y avait une dernière question, je ne sais plus, j'ai vu une main se lever. Oui. C'était un peu pour rebondir sur ce que tu viens de dire. D'un côté, tu dis on doit s'associer avec la personne qui nous ressemble, parce que forcément, on va vivre bons et merveilles, mais le ciel est la meilleure. Quoi. De l'autre côté, voilà, si c'est un projet technique, sur le même techno, dans la légitimité. Oui, donc tu n'es peut-être pas la bonne personne pour faire un projet. Ça, donc, en fin de compte, après, la question, c'est quel est le poids de la technologie. Tout le monde parle du product market fit. Vous connaissez ce concept de product market fit? C'est quand un produit rencontre son marché. Et c'est parce que personne n'ose vous parler du founder market fit. Le founder market fit est beaucoup plus important que le product market fit. Il y a des gens qui ne feront jamais ce qu'ils ont envie de faire. Il y a plein de gens qui rêvent. Vous êtes. La dernière fois, je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est marrante. J'ai 2 entrepreneurs qui viennent à The Family. Ils sont tout maigres. Et vraiment, vous savez, maigres chétifs, quoi. Et je sais pas trop pourquoi j'ai un rendez-vous avec eux, parce que d'habitude, je ne fais plus vraiment de rendez-vous d'après. Mais là, et puis les mecs me disent, voilà, le guide Michelin, c'est plus ce que c'était. Donc on va lancer un guide des restaurants. Je regarde le mec, je dis, mais vous mangez au restaurant? Si vous mangez au restaurant, vous êtes comme ça, vous m'expliquez, parce que là, moi je mange au restaurant, ça se voit un peu plus quand même. Et le mec il me dit, non, on n'aime pas beaucoup manger. Et je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Il fait, ouais, parce qu'on a lu on était à HEC, et on a lu une étude sur la bouffe, et la bouffe ça fait plus 30% par an, ça accroît plus vite que la musique. Vous n'êtes pas musicien non plus. Non, on n'aime pas la musique non plus. Et en fait, le fait que ces gens-là croient encore avoir une chance en 2019 est carrément mignon. Parce que ces gens-là, en 1950, ils avaient une chance, ils étaient en concurrence contre personne. Et en 2019, ils sont en concurrence directe contre des milliers de passionnés qui adorent manger. Et ça se sent dans un produit, en fait. Si vous faites un produit parce que c'est un bon marché, mais vous ne comprenez jamais l'intimité des clients. Et le fondeur market fit est plus important que le product market fit. Les projets techniques sont faits par des gens techniques. Si vous n'avez pas une passion pour la tech, vous ne pouvez pas faire un projet technique. Et si vous croyez que vous êtes malin et que vous avez une idée et qu'en fait ça va suffire, mais vous êtes à côté de la plaque. Déjà, les gens techos, intelligents, ont du mal. Alors imaginez si vous n'êtes pas techos. Vous êtes juste intelligent. C'est terrible. Donc, quoi que vous fassiez, vous devez toujours vous poser la question, est-ce que vous avez... D'ailleurs, je peux vous raconter une petite histoire que je ne devrais pas trop raconter en public, mais ça reste entre nous, d'accord? Vous n'inquiétez pas. Et par exemple, j'ai un test, quand les gens rentrent à The Family, c'est d'imaginer que leur marché est un homme ou une femme. D'accord? Donc si c'est une femme, j'imagine que c'est un homme, ou si c'est un homme, j'imagine que c'est une femme. Et je me dis, est-ce qu'ils iraient bien en couple ensemble? Parce que ce fit caricatural entre... par exemple, le mec qui fait des camions chez nous, il a l'air d'un camionneur. Le mec qui fait de l'intérim, il a l'air d'un comptable. Le mec qui fait agricole, il a l'air d'un agriculteur. Parce qu'en fait, sinon ça ne marche pas. Si vous êtes, vous dites, ouais, je fais des fraises dans des conteneurs et vous n'avez pas l'air d'avoir un chapeau et de manger des fraises et d'avoir une brindille dans la bouche quand vous parlez, ça ne marchera jamais en fait. Ça a l'air con, hein, mais c'est hyper important. Et évidemment, c'est un processus actif. Tout le monde peut ressembler au marché. Il n'y a pas de caractéristique. Tout le monde peut ressembler à un camionneur s'il a envie.
Mais la seule façon de ressembler à un camionneur, c'est d'aimer les camionneurs. Si vous n'aimez pas les camionneurs, vous ne pourrez jamais faire une boîte dans les camions. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est génétique de ressembler à un camionneur. C'est un choix. Mais ce choix, il est porté par le fait que vous vous sentez bien. Et si vous vous sentez bien, vous fitez. Et si vous fitez, vous avez un fondeur marketing. Et c'est la base d'une bonne boîte. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, j'ai eu Gilis, hein. Et alors, il est chaud, j'étais la semaine pro, mercredi. Ah ouais. On met pas pour il est au lambeau. C'est le 0? Il n'y a pas de 0. Bon. C'est le 2, je pense. Rien, je suis pas habitué.